It's dangerous to go alone. Take this. C'est dangereux d'y aller seul. Prends ceci. No Life est arrivé dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. J'arrivais sur ma trentaine, j'avais un travail alimentaire et je commençais à me dire que je n'arriverais jamais à gagner ma vie en faisant des choses artistiques. L'annonce de cette chaîne, dont le nom sous-entend que nous n'avons pas de vie, a changé la mienne. No Life est arrivé dans ta vie au moment où tu l'attendais, sans que tu ne saches que tu l'attendais. Une chaîne simple, sans paillettes, sans mensonges, un endroit où on ne te prend pas pour un imbécile ni pour un phénomène de foire. Prendre au sérieux ce qui n'a pas vocation à l'être, tout en ayant conscience qu'il ne fallait pas trop se prendre au sérieux non plus. C'était ça, No Life. No Life, c'est des moments de bravoure et des actes manqués. No Life ressemble au Japon qu'elle aime tant, une abnégation face au travail, une capacité à se relever sans cesse, la triforce, courage, force et sagesse. Le temps file et emporte les hommes, ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Pour continuer à citer du Zelda. Voilà, le temps passe, la clepsydre s'écoule, pour citer Skula du père Fouras. On arrive à la fin de la partie, dans quelques heures, No Life va s'éteindre définitivement. Plus de bonus life, pas de continu, on a épuisé tous nos champignons et surtout toutes nos pièces de 10 francs. Game over. Mais il y a une chose que j'aimerais que No Life te laisse après toutes ces années. J'aimerais que tu gardes en tête que tes passions, tu peux en être fier. Que la culture, ce n'est pas seulement des prix Goncourt et des opéras. Il n'y a surtout pas que le football. La culture peut avoir des images, être 8 bits et porter un pyjama Pikachu. No Life te laisse 11 ans de culture, de rire et de souvenirs. Prends ces souvenirs. Prends ceci. C'est dangereux d'y aller seul. It's dangerous to go alone. Take this. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier en mode normal de l'histoire de No Life. Salut Seb. Salut Davy. Ça va? Ouais, dis donc, tu pourrais prévenir quand tu fais des intros comme ça, là, je suis tout ému et tout. Je suis désolé, mais j'ai mis énormément de temps à l'écrire parce que j'avais des tonnes de choses à dire et je voulais pas être trop long et tout ça, ça a été très dur et ouais. C'est bien. Bon, merci. Alex, t'es là? Ouais, je suis là. Seb et Alex pour cette dernière émission, pour cette dernière journée sur No Life. Alors, Alex est dans les escaliers puisque vous le savez, c'est là où il demeure en général, c'est là où on va le voir, c'est là où il vit. Tout va bien dans les escaliers? Ouais, tout se passe bien. Donc, dans cette émission, on va revenir sur 11 ans de No Life. Alors, on commence tout de suite avec 2018. Bon, 2018, c'est l'annonce de l'arrêt de la chaîne. Seb, t'en as déjà parlé. Bon, c'était le 1er avril, donc les gens ont peut-être pas tous cru, etc. Tu as fait le dernier point, enfin le point final sur No Life. Pourquoi la chaîne s'arrête? On n'a plus d'argent. Oui, grosso modo, vous avez pu voir les difficultés de la chaîne depuis plusieurs années maintenant, peut-être toute la vie de No Life. Alors, je sais. Ça a commencé quand? En 2007, non? Les gens nous disent, oh, ça fait longtemps que vous dites que vous allez arrêter, mais oui, mais à chaque fois c'était de plus en plus grave. Et là, pour être honnête, l'économie des chaînes de télé gratuites, enfin sur les box, est quand même vraiment devenue trop difficile. Évidemment, on peut se dire, mais faites des crowdfunding, faites des choses, mais non. On avait déjà lancé des initiatives avec Noco. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus tout le long du chemin. Noco, c'était une sorte de crowdfunding, mais en proposant vraiment quelque chose, une vraie offre, quoi. C'est ça, avec du soutien potentiel derrière. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu tenir tout ce temps, parce que c'était pas du tout évident. Mais là, il faut reconnaître qu'il fallait vraiment de l'investissement en profondeur pour qu'on puisse relancer quelque chose. Et on a eu des opportunités, des discussions, mais on n'est pas vraiment arrivé à concrétiser des choses. Et malheureusement, ça passe plus, quoi. Et ça fait mal? C'est... Oui. Oui. C'est un sentiment très, très, très compliqué. Voilà, où tu as plein de choses qui se télescopent et où on ne prend pas forcément encore la mesure. Ça fait 11 ans d'automatisme, de travail acharné. Comment tu le sens, Alex, toi? Enfin, on va plus avoir à faire de playlist, ça va être bizarre, non? Je pense qu'on va s'en rendre compte après, en fait. Pour le moment, on est encore dans l'action.
On réalise pas vraiment, mais c'est vrai que quand on n'aura plus de playlist à faire, plus d'émissions à produire, plus de prod, ça va être, ça va nous faire un choc. Hein. Parce que je rappelle que les playlists, c'est ce que vous faites tous les jours quand vous partez de No Life. C'est ce qui fait que la chaîne continue à émettre, en fait, finalement, quand vous n'êtes pas là. C'est vers quelle heure que vous faites des playlists ? Entre 18h et 19h ? Est-ce que tu crois pas que pendant un mois, vers 18h, 19h, vous n'allez pas faire des trucs genre « La playlist ?» Ça risque de nous arriver, ouais, carrément, ouais. C'est très très possible, ouais. Ouais. Donc, bon, là, on a parlé de 2018, mais bon, 2018, c'est depuis pas longtemps, finalement. Donc, passons en 2017. 2017. Donc, en 2017, No Life a 10 ans et de gros changements s'opèrent. C'est ça, alors déjà on était très très contents d'arriver à 10 ans parce que c'est un énorme symbole pour une toute petite chaîne de télé. Et puis c'était aussi le changement de formule, l'évolution de la chaîne. Et ça c'est un chantier qu'Alex a vraiment mis en œuvre, il a pris ça à bras le corps, il a consulté tout le monde pour passer à un modèle qui est un peu plus celui d'une chaîne info en restant sur les thématiques de No Life. Alex, pourquoi ce changement ? En fait, tu le sais bien, maintenant, les gens consomment plus du tout la télé comme avant. Se mettre devant une émission à heure fixe, ça devient compliqué. Les spectateurs, ils ont Netflix, ils ont YouTube, ils aiment consommer quand ils veulent. Donc il fallait une chaîne qui, à n'importe quel moment, puisse proposer du contenu intéressant, de l'information, jeux vidéo, manga, animé, etc., tous les domaines qu'on traite. Donc l'idée est venue de là, faire une chaîne info, donc il fallait changer complètement la grille, changer la manière de produire. Et en fait, c'était quelque chose de difficile, mais qui était agréable pour nous parce qu'on avait l'impression vraiment de renouveler la formule. Et le résultat, je pense, marchait plutôt bien. Bon, on n'aura pas pu l'essayer longtemps, mais pendant les quelques mois où on l'a fait, c'était plutôt cool. En 2017, c'est aussi l'arrivée de Pixel sur No Life. C'est ça, donc Pixel qui intègre en mode normal aussi, qui a débuté en 2017, donc qui a repris à la suite le lundi soir. Et nous, on était très contents de pouvoir faire cette collaboration avec Pixel, avec lemonde.fr. C'était facile à monter, Pixel, avec lemonde.fr, Alex ? Oui, alors ça c'est vraiment une collaboration qu'on a beaucoup aimé faire. Chez Pixel, donc ils ont des journalistes qui écrivent de très beaux textes et c'est toujours agréable de les mettre en image en utilisant nos archives et notre savoir-faire. Et je pense que ça donnait en mode normal une petite caution assez sérieuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on pouvait faire des petites blagues et à côté ça relevait le niveau. Est-ce que ça vous va pour 2017 ? On passe en 2016 ? Oui ? Oui. Passons en 2016. Alors, 2015, c'est énormément de choses, énormément d'émissions, énormément de lancements. C'est aussi l'arrivée de No Life sur Twitch. C'est vrai. Je crois qu'on a été la première et seule chaîne de télé à vraiment pouvoir être disponible sur Twitch avec le flux No Life Mugen. Oui, parce qu'à l'époque, même Twitch refusait autre chose que le jeu vidéo. C'est vrai. La seconde spécificité de cette chaîne, c'est qu'elle ne va pas être diffusée à la télé, elle va être diffusée sur Internet. Et plus précisément sur le site que vous connaissez certainement, qui s'appelle Twitch. Et du coup, faut produire suffisamment de contenu jeux vidéo pour pouvoir alimenter un flux 24/24, quoi. Alors je sais que le service n'a pas forcément été aussi fiable qu'on l'aurait voulu, ça a été compliqué, mais c'était quand même très très chouette et ça permet encore aujourd'hui, pour le moment, pendant quelques heures, à des gens de suivre No Life. Et c'était fou parce que ça nous permettait, parce qu'à la même époque, on avait lancé 101%, qui était en direct, et ça nous permettait aussi de répondre aux questions des gens en direct. Et la première fois, avant qu'on passe à Twitter, c'était sur Twitch. C'est vrai, voilà, on te faisait suivre les questions des spectateurs qui étaient posées sur Twitch. Très bien, j'ai une autre question. Donc on est en direct sur Twitch, donc posez vos questions sur Twitch. Y aura-t-il un retour de Speed Detective ? C'était super, smiley, Vita Shift. Même si c'est surtout à Raph de répondre à ça, mais Raph a déjà répondu à ça, et non, pas pour l'instant. Alex, 101%, c'était une des premières émissions en direct de No Life, parmi les premières, en tout cas qui revenait souvent à l'antenne. Est-ce que c'était difficile à faire ? Oui, effectivement, chaque lundi, il fallait pouvoir assurer un direct. Il y a beaucoup de personnes qui s'impliquaient sur cette émission. Évidemment, tous les créateurs de contenu qu'on voyait à l'antenne, mais en coulisses aussi, toutes les personnes qui s'occupaient d'afficher, c'est Brian qui s'en occupait, ça d'afficher les textes à l'écran, les réactions des spectateurs, l'interaction avec les gens, et évidemment la diffusion parallèle sur Facebook Live, sur Twitch. J'ai des questions qui sont posées sur Twitch qui apparaissent là.
Donc il y avait toute une machinerie, on peut dire, une organisation assez complexe pour pouvoir faire ce direct. Mais je crois qu'on était tous très très contents. Merci beaucoup. Merci à tous, bravo. On peut aller monter. Super. Il y avait aussi des émissions comme l'Hebdo JV, FAQ, qu'on a lancé à ce moment-là, des rubriques avec Big Bang Hunter, La faute à l'algo, Mot de saison. Et puis à la fin de l'année 2015, il y avait quand même cette mort annoncée de No Life, à laquelle on croyait en fait, nous. Parce qu'on voyait qu'on allait dans le mur et on ne savait pas encore qu'on pouvait lancer une procédure de redressement judiciaire. Ça s'est fait vraiment à la fin de l'année et c'est pour ça qu'on a fait ce sketch avec la réponse E. Ok, bon, je choisis E. E. La réponse A, c'est votre dernier mot. C'est donc votre dernier mot, la réponse A, E. Non, la réponse E. Ah oui, la réponse E, donc on fait scroller l'écran s'il vous plaît. Réponse E, c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. On regarde la réponse. Est-ce que c'est la bonne réponse? Réponse. Oui, c'est la bonne réponse, ça vous permet de passer au palier suivant. 2014. C'est quand même, je rappelle que c'est quand même très étrange d'avoir un invité sur le plateau et un autre dans les escaliers. Voilà, donc nous sommes en 2016. Là, alors on commence par quoi? Par les émissions ou par le redressement judiciaire? Alors oui, effectivement, en 2016, on est entré en redressement judiciaire, donc c'est une étape de sauvegarde pour les sociétés. Donc c'est la justice française qui nous prend sous son aile et qui dit « Attendez, on va voir s'il y a manière que vous puissiez vous en sortir ». Donc effectivement, ça nous a permis de continuer quand même pendant plus de 2 ans. Mais c'était aussi le lancement de plusieurs émissions. Oui, il y a Silence on joue, Roleplay, Ça déboîte et Collector's Quest. Collector's Quest qui marche énormément auprès du public. Oui, bah c'est encore une idée de Florent. Il a voulu aller explorer un peu les collectionneurs dans toute l'Europe. Donc c'était la première saison qui a été réalisée par Aurélien. Hey, salut, c'est Florent Gorge, prof de Playhistoire à No Life. Mais je te connais, t'es Aurélien. Toi aussi, tu bosses à No Life. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai envie de me faire un petit road trip là. Un road Et trip? c'est vrai que tout de suite, il y a eu de très très bons retours, surtout qu'on l'a partagé aussi sur Facebook. On a mis de plus en plus de choses sur Facebook à ce moment-là, et je crois que ça participait pas mal à la popularité de l'émission. Et pour finir, je dirais que sur le problème des oubliés de la Playhistoire, c'est Florent qui me l'a dit, c'est que comme il parle de jeux oubliés, en général, ça attire pas les gens. Les gens, ils n'ont pas envie de voir des jeux qu'ils ne connaissent pas. Alors que là, on parle de jeux Nintendo, de jeux extrêmement connus. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus attirant, c'est beaucoup plus attrayant. Pour Roleplay, c'est Julien Pirou, forcément. Roleplay, c'est vraiment un gros projet porté par Julien. Et ça marche extrêmement bien. Oui, pardon, c'est vrai que je vannais. Mais c'est juste parce que Julien et le jeu de rôle, je le coupais depuis très longtemps. Tu te rends compte que les aventuriers jouent pendant la partie. Alors que vous toisez silencieusement, vous avez la certitude au fond de vous que vous vous connaissez depuis longtemps. Et Julien arrive à caler son scénario pour que, de manière assez magistrale, on tienne à peu près les délais d'une émission, que ça reste intéressant, qui challenge les joueurs. Et c'est vraiment très très chouette, quoi. C'est clair. Silence on joue, là aussi, c'est quelqu'un qui suit la chaîne depuis très longtemps. Silence on joue. Alex, c'est toi qui réalise Silence on joue? Non, ça peut être plusieurs personnes. Il y a Angela qui a réalisé, Nelly, j'en ai fait quelques-uns aussi. C'est une émission qui est tirée du podcast en fait d'Erwan Cario. Et c'est un podcast qui est né en même temps que No Life. Il est né en 2007, donc il a carrément le même âge que la chaîne, mais il a fallu attendre 2017 pour qu'on l'adapte en vidéo. Et j'en étais très content aussi, oui. Non mais voilà, le truc c'est que maintenant qu'on est en vidéo, je le fais avant ou après le générique? Avant. Ça va pas faire bizarre? Mais non. Non. Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Erwan qui est là avec la chaîne depuis très longtemps, qui a fait des articles, peut-être le premier article dans l'IB, je crois, à la naissance de la chaîne. À la naissance de la chaîne, ouais. Et ça, on en reparlera dans quelques instants quand on arrivera à 2007. On passe en 2015. Nous passons maintenant en 2014. Alors là, c'est la naissance de Noko. En fait, on fait vraiment dans le désordre. Vraiment, on revient dans le temps. Donc la naissance de Noko pour essayer de trouver des financements pour que la chaîne continue à vivre.
Oui, voilà. Alors l'idée de base de Noco, c'était, voilà, avec No Life Online, on avait réussi à bâtir un système, voilà, de SVOD, de VOD par abonnement, avec toutes les émissions de No Life. On avait réalisé que la SVOD, c'était quand même compliqué. Il y avait des barrières, de déclarations, des taxes, donc il fallait s'acquitter, des subtilités techniques. Et on voyait qu'on avait de l'intérêt autour de nous, de détenteurs de catalogues, pour intégrer No Life Online. Sauf que No Life Online, avec le passage à la HD, dont on parlera tout à l'heure, eh ben ça suivait plus. Et donc, du coup, il fallait autre chose, il fallait voir plus grand. Et grâce à des personnes qu'on a rencontrées, on a pu effectivement passer à une vitesse bien supérieure avec Noco. Et c'est ainsi qu'est né Noco. Alors voilà, je vais vous faire le point sur Noco. Alors Noco, c'est l'abréviation de No Life Telecom. Noco qui est très bien d'un point de vue technique. Le problème, c'est qu'effectivement, je dois reconnaître qu'à part No Life, j'ai pas réussi, moi, à aller démarcher des catalogues intéressants, en intégrer. Il y a des choses qui ont pas suivi. Et finalement, c'était quand même assez difficile. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais après, bon, ça a quand même permis à beaucoup de gens de suivre les émissions No Life en bonne qualité. Ok, Seb, je suis prêt, là. Ok, ça y est. Désolé pour l'attente, je sais que ça a été long. Merci aux gens qui ont attendu. Ça y est, maintenant on y est. Allez, on lance le coup. Ryan, go! C'est parti. C'est bon, c'est fait. Donc c'est l'année avec encore des tonnes d'émissions et surtout, on reviendra sur les autres, mais il y a eu une série, alors la plupart du temps les séries, c'était des gens externes à No Life qui vous proposaient des web-séries et là, pour la première fois, je crois, je dis peut-être une bêtise, là je me tourne vers Alex qui est dans les escaliers, Pourquoi on est là était une des premières web-séries, pas web, produites par No Life. Oui, c'est exact. Donc Moguri et Médoc ont trouvé le concept. C'est Moguri qui a écrit tous les épisodes. Et en fait, on avait au départ de petites ambitions. On voulait tourner ça à No Life dans une salle de réu. Et quand j'ai reçu le texte de Moguri, j'ai trouvé que vraiment que c'était un très bon matériel de base. Donc on a essayé de revoir ça un peu à la hausse. Et on a tourné donc dans des beaux décors à l'école 42. On a réussi à s'entourer de comédiens professionnels, ce qui fait que ça fait une série vraiment qui a de la gueule pour une première. Enfin, c'est une mini-série, hein, mais c'est une mini-série dont on était assez fiers aussi, oui. La minute du camp. Ah, ça c'est pas mal, Chacha, parce que... La minute du grec. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça. La A-Team, les enfants. Inspirez-vous de ça, là. La minute du grec. Une minute. Donc il y a plein d'autres choses, il y a Esprit Japon. Esprit Japon, voilà, qui commence sur No Life. Il y a une autre production japonaise qui est arrivée cette année-là sur No Life et qui concernait les toutous. C'était Kyono Wanko. Donc Kyono Wanko, le chien du jour, qui arrivait non pas chaque jour comme au Japon, mais chaque semaine sur No Life. Nagano-ken no to aru otaku. Koko de kurashite iru no ga Choko desu. Il faut comprendre que c'est une émission qui est vraiment un monument de la télé japonaise et on était vraiment très fiers en fait de pouvoir la diffuser. Et à part No Life en France, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui l'auraient diffusée. Toi, Alex, en fait, t'étais... Si je peux me permettre, Kyono Wanko, c'est pas seulement des chiens, c'est aussi l'occasion de découvrir le quotidien des Japonais, la vie quotidienne, par exemple chez eux, dans leur foyer, ou dans leurs promenades, ou dans leurs activités de tous les jours. Et c'était vraiment intéressant, quand on s'intéresse un peu au Japon, cette émission a vraiment quelque chose de passionnant. J'ai cru que tu allais dire c'est pas non seulement des chiens, mais aussi des chats. Mais non. Sinon aussi, il y a un programme là qui nous vient des États-Unis, c'est The Guild. Voilà, The Guild, c'est la web-série créée par Felicia Day, qu'on a pu diffuser sur No Life. Et, Felicia est venue dans les locaux. Elle est venue dans les locaux et c'était vraiment une super opportunité parce qu'aux États-Unis, c'était un peu leur web-série qui a déclenché énormément de choses. Et donc, là, très content d'avoir pu diffuser ça sur No Life, c'est clair. Hey guys,
Found Zabu. Yay. What? Where is he? In my bathroom, pooing evidently. Oh, I hate poo. He's there. Visiting you? You slut. Le point info. No comment. No comment. Peut-être parler du décor du point info qui a eu une certaine période. Est-ce qu'il y a un commentaire? C'est une idée d'Alex, je crois. Oui. J'ai demandé à Olivier Martin, qui est un accessoiriste, de nous fabriquer un petit, comment on appelle ça, un stand, un point information comme il y en a dans les grands magasins au Japon, mais portable, qu'on peut mettre autour de sa tête. Donc voilà, chacun y est passé, on est tous passés dans le point info pour annoncer les nouvelles de la chaîne. Et moi j'en suis très content, je ne renie pas le point info. Et toi Seb, t'en es très content? C'était super. Très bien. Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes dans le point info sur No Life. Mehdi, je fais ça pour toi. Et pour finir, cette année-là, il y avait aussi Crunch Time. Il y avait Crunch Time, une rubrique de Julien Pirou sur effectivement le jargon et les métiers du jeu vidéo. Bienvenue dans Crunch Time. Cette nouvelle émission bimensuelle sur No Life est dédiée au développement de jeux vidéo. Il y avait À Table aussi. Oui, une émission sur les jeux de plateau, organisée par Mathilde. C'était quand même une belle année. Tout à fait. On passe en 2013. Donc je rappelle que nous remontons dans le temps de No Life depuis le début de cette émission. Donc nous arrivons en 2013 et donc des nouveautés techniques arrivent sur No Life. Voilà, alors No Life, on a commencé, on faisait du 4/3 en SD. Et on a dû suivre l'évolution des normes techniques. On est passé en 16/9 complet un peu après le lancement. Et puis 2013, c'était le gros chantier du passage à la HD. C'était compliqué parce que ça demandait des ordinateurs plus puissants, avec plus de stockage, plus rapide. On a dû valider des solutions techniques, c'est Cyril qui s'est occupé de tout ça. On a dû faire des partenariats pour obtenir du matériel parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais on a réussi à lancer ça et à passer dans une vraie prod HD sur quasiment toute la chaîne. Ça, c'était vraiment super. 101%, on le disait tout à l'heure, est la première émission qui était en direct de manière récurrente sur la chaîne, mais ce n'était pas le premier direct de No Life. Le premier direct de No Life, c'était quand, Alex? Donc c'était pour l'anniversaire des 6 ans. Je crois, Davy, que tu t'en souviens bien, puisque c'était une journée un peu stressante pour tout le monde, et surtout pour toi. On avait fait un filage avant, et on pensait qu'on serait jamais prêt. On a réussi à être prêt juste à temps. Pourquoi on n'a rien? On n'est pas passé en live. Déjà? Ah, c'est bon. Non, ça serait chaud de commencer. On a quelque chose là? Non. Et on se met en play, vas-y. C'est bon. Non, pas avant. Pas le temps que ça arrive, remarquez, mais... C'est arrivé qu'une seconde. Quoi? On a eu une seconde et c'est reparti. Il y a eu des problèmes techniques au départ, mais après, tout a roulé et tout s'est bien passé. Je me souviens, moi, qu'on mettait beaucoup d'énergie pour faire ce direct. Il y avait beaucoup de monde en coulisses, beaucoup de monde, beaucoup de préparation. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'on a progressé ensuite pour faire 101%, parce qu'on arrivait à le faire de manière beaucoup plus simple que lors de ce premier direct. Mais c'est vraiment un moment très fort pour toute l'équipe. Je crois que toute l'équipe était vraiment galvanisée par cette journée-là. Alex, c'est un souvenir... bizarrement, c'est un bon souvenir aujourd'hui pour moi, mais c'était traumatisant. Parce que non seulement No Life fait son premier direct, mais en plus, vous décidez de rajouter un jeu où les gens peuvent jouer en direct. Et donc, il y a tout un système qui a été programmé pour que les gens puissent participer. Et j'avais les réponses en quelques minutes après. C'était une usine à gaz. Et on avait fait une sorte de filage l'après-midi, c'est-à-dire un entraînement de l'émission. C'était un des filages les plus catastrophiques de ma vie. Rien ne fonctionnait. Quand on a lancé le direct le soir, je me suis dit, on va dans le mur. Il faut se rappeler aussi que c'est toi, Davy, qui était au centre de l'émission. Tu faisais le présentateur, tu devais tenir toute l'émission en entier, alors que les autres faisaient qu'une apparition. Donc c'est pour toi que c'était le plus difficile, effectivement. Aucune réponse, je devais tenir pendant 2-3 minutes à meubler, quoi. Voilà, bah oui, tu t'en es bien sorti. Et je me souviens aussi que Sébastien avait fait appel à tous ses contacts du monde du jeu vidéo, du manga, pour essayer d'avoir des lots. Et il y avait vraiment de très très beaux lots à gagner ce soir-là. Effectivement. Et c'était une réussite, puisque tout a fonctionné. Tout a fonctionné. Il y avait quand même un petit bug dans ma
il y avait un petit bug dans ma partie, en fait. Moi, je m'occupais des affichages dynamiques, des classements des joueurs, des pourcentages de réponses vraies et fausses. Et en fait, dans la première partie de l'émission, il y avait un bug dans mon programme qui calculait mal les pourcentages. C'est encore 1h15. C'est chaud, quoi. Je suis en train de modifier encore les trucs d'habillage dynamique à la dernière minute, d'après le déroulé qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des trucs que je vais avoir le temps de faire? Je sais pas. Et en fait, il y avait une petite pause de un peu moins d'un quart d'heure avant de revenir au direct qui nous permettait de nous réorganiser. Et pendant ce quart d'heure, je suis vite remonté à mon poste, alors qu'il y avait nos invités traditionnels pour la fête de l'anniversaire, qui étaient en train de manger des chips à l'étage. Mais je suis remonté à mon ordinateur, j'ai corrigé le bug, recompilé mon programme, pris ma clé USB et je suis vite allé remettre donc ça. Les gagnants étaient vraiment des gagnants, du coup? Non, il n'y a pas de problème sur les gagnants, c'était juste un problème d'affichage sur les pourcentages. Ok. Ensuite, dans les émissions, on a eu Côté Comics. Oui. Qui parlait des comics, le 56cast qui s'est lancé à ce moment-là. C'est vrai. 56cast, c'est toi, Alex, qui réalise? C'était le successeur de Écran.fr, donc l'émission faite avec Erwan et Camille de Libération. Et en fait, l'idée, c'était de tourner à No Life. En fait, le podcast Écran.fr était tourné à Libération. Et le 56cast était tourné à No Life chez nous avec notre matériel. Donc finalement, on avait décidé, comme on changeait complètement de décor, de trouver un nouveau nom pour l'émission. Donc je crois que c'est Camille qui a trouvé 56cast au rapport au qu'on s'appelle au modem 56K, avec un super générique de François, avec une musique de El Mobo, une émission qui continue encore aujourd'hui, puisque il y a quelques jours vous avez pu voir le dernier numéro du 56cast. Il y a aussi une émission, moi, qui m'a fait très plaisir lorsqu'elle est arrivée, parce que No Life existait depuis quand même pas mal d'années, et on parlait pas ou peu des jouets, et Metal, Missile et Plastic Gun est arrivé à l'antenne. C'est parce qu'on connaît bien Jean-Marc. Il se trouve qu'on avait fait la projection de France 5 6 quelques mois auparavant, et Jean-Marc a animé un peu la soirée, et ça m'a rappelé à quel point il était bon animateur. En fait, c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes et qui a une facilité pour transmettre sa passion, en fait. Et quand il parle de jouets, on peut l'entendre parler des heures. Moi, il m'a parlé plus jeune, quand on était jeune et qu'on faisait France 5, de ses collections de jouets. C'était toujours passionnant. Donc on lui a dit, c'est simple, t'amènes une pièce de ta collection et tu nous en parles. Et voilà, ça a donné Metal Missile à une Plastic Gun. Et parfois, quand il parle de Goldorak ou de Gunbuster, c'est vraiment de la poésie. Mais je confirme, et quelle collection! Quelle collection! Quel homme, ce Jean-Marc! Seb, Tips? Mais oui, alors il y avait Tips aussi, donc c'était un projet difficile, arriver à faire passer des choses très techniques, de la vulgarisation, et avec Yacine. Je vais dire Wi-Fi parce que c'est plus clair. Le Wi-Fi, donc, c'est un ensemble de normes qui régissent le bon fonctionnement des réseaux sans fil, définis par le groupe voilà, c'est écrit. On va pas tout dire, c'est écrit là. Vraiment. Comment tu avais abordé Tips, toi, Alex? Tips, on avait essayé de faire une ambiance un petit peu années 70, donc ça se voit dans l'habillage et dans la musique, une musique à mi-chemin entre, je sais pas, Chapi Chapeau et les indicatifs télévisuels des années 70. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup l'ambiance, et on avait évidemment Yacine qui était là pour assurer le spectacle, qui faisait beaucoup de choses en impro d'ailleurs, il est très fort en impro, et je crois que c'est Kevin, un informaticien, qui lui écrivait toute la partie technique. Donc c'était encore un mélange de talents, en fait. On passe en 2012. Nous sommes maintenant en 2012 et arrive une chose hallucinante sur No Life qui défraye le forum de la chaîne, les pubs. Et oui, donc on avait de la pub, on a enfin pu faire de la merde, comme on avait dit à l'époque, ou pas en fait. Il y en a qui se demandent, mais est-ce que ça va changer le contenu des programmes? Est-ce que vous allez passer du côté obscur? Alors là, bon, pour nous c'est tellement évident que la réponse est toute simple. Si on réfléchit avec un peu de bon sens, est-ce que vous imaginez que Seb pourrait dire: voilà, ça y est, maintenant qu'on a de la pub, on va enfin pouvoir faire de la merde. Mais c'est vrai que les gens avaient peur. Parce que avant, No Life était une chaîne sans pub, et les gens croyaient que No Life ne voulait pas de pub. Non, alors oui, bon, enfin,
il y avait des gens qui étaient très très volontairement, farouchement anti-pub, mais je pense que la grande majorité des forumers et spectateurs, des gens qui communiquaient avec nous, comprenaient que si la chaîne devait vivre, il fallait de la publicité. Et effectivement, c'est le moment où ça a enfin pu se déclencher. Ça a été long et compliqué, 2012, 5 années après la création de la chaîne. Mais enfin, on y est arrivé et ça nous a permis de respirer, heureusement. Aujourd'hui, la pub a quasiment disparu sur les chaînes, sur les box. C'est compliqué. Il y a eu en fait, c'est un peu à l'origine de nos soucis, pas que, mais il y a eu effectivement une baisse globale de la publicité. Depuis la TNT. Mais voilà, c'est pas spécialement No Life, c'est un petit peu toutes les chaînes du CabSat ADSL. La TNT a pris beaucoup de parts de marché, au hertzien aussi. Internet aujourd'hui, c'est un gros vecteur de publicité pour les mêmes annonceurs, donc les budgets ne sont pas infinis. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais voilà, je te disais 5 années après le lancement, parce que 2012, c'était aussi les 5 ans. Oh! Donc effectivement, les 5 ans de No Life étaient sur scène. Tout à l'heure, je disais que le filage des 6 ans avait été horrible. Le filage des 5 ans a été une catastrophe. Voilà. Alors que la soirée s'est super bien passée. Comme quoi, il n'y a pas de loi. Alex, qui a eu l'idée de faire ces 5 ans sur scène en public? Donc Sylvain avait proposé l'idée et tout le monde a été d'accord en fait tout de suite. Je crois toi, Davy, que tu étais vraiment chaud pour le concept. Et en fait, on est parti sur le principe d'adapter en version théâtre, en fait en version scène, toutes les rubriques de No Life. Donc Tokyo Café en live, EXP en live, les news en live. Tout était adapté pour être présenté devant un public. Et ça a fait un show de 2h30 avec des surprises, avec des cadeaux à gagner, avec Akira Yamaoka qui est venu, qui n'était pas annoncé, qui est venu complètement comme ça en invité surprise. Avec Ginjiro Sweet qui est venu chanter les génériques de fin de 1001% à la fin de l'émission. C'est un souvenir, je pense, énorme, unique pour toute l'équipe. Quand je parle à l'équipe de l'histoire de No Life, c'est souvent l'anniversaire des 5 ans qui revient comme le meilleur souvenir. Mais alors, il y avait combien de personnes dans la salle? Alors il y avait un peu moins de 1000 personnes en fait dans cette salle et c'est vrai il y avait des cadeaux, il y avait un bac de goodies. Oui. Pour des raisons tout simplement financières de prix de location de la salle, c'était un gros chantier pour nous. On était obligé de faire de la vente de places à des tarifs peut-être même qui nous semblaient un peu élevés. Donc on s'était donné beaucoup de mal pour aller solliciter tous nos partenaires pour essayer d'apporter des cadeaux en contrepartie aux gens. Et la salle était pleine et c'était une super ambiance. On était vraiment ravis de cette soirée et surtout qu'on avait prévu du temps après le spectacle pour être tout simplement à la rencontre des gens qui étaient venus. On n'avait peut-être même pas prévu assez de temps. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps. Les gens étaient à fond. Ils étaient vraiment à fond. C'est l'année aussi de Rêves écrits qui arrive sur No Life, enfin de la littérature, j'ai envie de dire, sur la chaîne. Oui, et moi j'ai pu participer un peu à l'émission, j'ai pu interviewer Robin Hobb, Neil Gaiman, c'est des souvenirs incroyables. Et ça paraît pour nous qui sommes dans des intérêts geeks de littérature, de science-fiction, ça nous paraît évident que ce sont des invités prestigieux qui méritent toute notre attention, mais ils ne sont pas vraiment demandés généralement en télé, quoi. Mais c'est criminel. Effectivement. Et on était, donc c'était bien de le faire. Alex, on a Slim aussi qui vient avec son Big Bug Hunter. Big Bug Hunter, ça c'est vraiment une émission que j'ai adoré faire. C'est AM qui a eu l'idée de chercher des bugs dans les jeux. Et il faut savoir qu'il faut être vraiment un spécialiste pour pouvoir arriver à trouver des bugs dans autant de jeux et pouvoir les expliquer. Il est arrivé avec le concept. On a proposé à Slim de faire la présentation et ça a donné un résultat excellent tout de suite. Vas-y, dis-le. Ferry. Oui. Trou. Non. Frou. Non. Srou. Oui. Torse. Glitch. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois que tu me mettras un mot de bâtard dans la voix off, moi je te ferai passer sur le plateau. Avec un vêtement en moins à chaque fois. Il n'y a pas eu besoin de se mettre en route. Dès le premier numéro, c'était fabuleux. La musique s'était faite par Oral Vampire, un groupe qu'on adore, une musique originale, avec le thème chanté par Exotica.
Pour moi, c'est une des plus grandes réussites de No Life. C'est voilà, Big Bug Hunter. J'aurais aimé qu'on en fasse encore des années, mais au bout d'un moment, AM, il avait un peu épuisé son stock de bugs et il devait en trouver de nouveaux. Et ça prenait un temps de malade et il pouvait plus assurer l'émission. Donc du coup, on l'a mis en pause. Finalement, c'était une pause définitive, mais c'est un souvenir pour moi d'une émission sur laquelle j'ai adoré bosser. Je crois que c'est moi qui ai monté tous les numéros tellement je m'amusais à faire les interactions entre les Slim, parce que Slim jouait plusieurs personnages et il arrivait à être complètement synchro avec lui-même. Pour moi, c'était une émission magique. Vous tombez bien, vous êtes le présentateur de l'émission Big Bug Hunter? Oui. Faux! À partir de maintenant, vous présentez Gros Chasseur d'insectes. On a aussi une émission japonaise dont je ne vais pas réussir à dire le nom. Nihongo ga Dekimasu. Très bien. Voilà, de Dame Productions qui a permis d'apprendre le japonais avec... Pas à moi. Pas à toi. Non. Écoute, profite encore, tu peux quand même aller regarder très vite, en ligne ouais. pour apprendre le japonais. Mais oui, c'était logique d'avoir ça sur No Life et on est très content que ça ait pu avoir lieu. Mais on a eu aussi d'autres belles collaborations sur cette année. On a eu Very Hard avec mo5.com, qui était une manière de revoir l'architecture matérielle des machines d'antan. Et puis il y avait aussi Les Oubliés de la Playhistoire avec Florent. Oui, Florent Gorge nous a proposé cette idée. Il avait d'abord écrit le livre No Life Story qui racontait l'histoire de No Life. Donc on avait déjà eu un bon contact avec lui, on avait appris à se connaître. Et effectivement, on s'est dit qu'on pourrait collaborer sur une émission. Donc encore une fois, on a réuni une super équipe. Évidemment, Florent, pour tout ce qui est écriture des textes, recherche des informations. Mais aussi Aurélien Regard, qui est un super graphiste. C'est lui qui a bossé sur Hellier. On l'a reçu il n'y a pas longtemps dans l'émission de Davy en mode easy. Aurélien Regard au graphisme et à la musique, Yamane Michiru, la compositrice de Castlevania quand même, qui a composé toutes les musiques des Oubliés de la Playhistoire. Voilà, encore une fois, une émission qu'on peut voir nulle part ailleurs, qui est vraiment, qui représente ce que No Life peut faire de mieux. On passe maintenant en 2011. Nous sommes en 2011 et No Life ne savait pas encore qu'elle était regardée. Ben oui, en fait, c'est en 2011 qu'on a eu nos premiers résultats officiels d'audience. Alors, évidemment, une certaine pression, parce qu'il faut voir que jusque-là, on naviguait en aveugle. Et on a eu la très bonne surprise d'avoir d'excellents résultats. Alors bon, du coup, ça nous a permis par la suite, on en parlait tout à l'heure des marchés de la publicité, d'excellents résultats. Après, en fait, on a appris à connaître les tendances d'audience au fur et à mesure du temps, le fait que, tu sais, les mesures statistiques, quand tu dépasses un certain nombre de personnes, voilà, il y a une fiabilité qui s'installe. On a appris aussi alors, que ça dépendait aussi pas mal du numéro du canal. Plus t'es loin, plus t'es élevé, moins les gens zappent finalement. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui regardaient beaucoup No Life, qui étaient dans les panels de médiamétrie, et voilà, ça marchait bien. Pour nous, c'était super quoi, de découvrir ça. Nous sommes en 2011, donc, et arrive une nouvelle série sur l'antenne de No Life, c'est « Je n'ai jamais su dire non ». Oui, Alex, c'est la première web-série de Slimane Baptiste Beroun, qu'on connaît évidemment pour son rôle dans Le Visiteur du Futur. Donc il a gentiment accepté une diffusion sur l'antenne. Je me souviens de la bande-annonce qui était très drôle, qu'il avait réalisée, où je lui demande de passer la série, et il n'ose pas me dire non, voilà, parce que c'est le principe de la série. Et ça a été aussi pour moi le début d'une collaboration avec Slimane, puisque c'est grâce à cette série qu'on s'est rencontrés. Et suite à ça, on lui a proposé différentes émissions, Big Bug Hunter dont on a parlé, puis Big Bang Hunter que j'aime aussi beaucoup, où il a porté évidemment tout l'univers et les personnages autour. D'où viennent les idées? De quoi sont-elles faites? Doit-on forcément attendre qu'elles viennent à nous, ou est-ce qu'on peut les convoquer? Créer un terrain favorable à leur arrivée, à leur épanouissement. Certains disent que l'idée ne peut naître que de la somme des connaissances de l'auteur. Effectivement, on crée une idée à partir de notre bagage. L'idée existe en nous sous forme diffuse, latente, et puis la conscience lui fait prendre forme. Une sorte de Big Bang intérieur. Alors évidemment, il y a les bonnes et les mauvaises idées, les idées foireuses. Et moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, ce qui m'intéresse en tant que chasseur d'idées, en tant que chasseur de Big Bang d'idées, donc de création d'idées, c'est celles qui comptent, celles qui ont changé quelque chose, parfois avec une étonnante simplicité. Et donc ça a commencé avec cette série J'ai jamais su dire non. Il y a Game Center aussi ?
Alors Game Center, ça c'est une émission que je voulais absolument faire. Moi j'adore l'arcade, j'adore les jeux d'arcade et ça me semblait logique qu'il y ait une émission sur l'arcade sur No Life. Et il se trouve qu'à l'époque, AM était en stage chez nous et je savais, j'avais bien remarqué qu'il connaissait très bien ces domaines-là. Et donc j'ai proposé de présenter et d'écrire Game Center et c'est ce qu'il a fait pendant, je crois, deux ou trois saisons. Et grâce à lui, on a eu une émission régulière sur l'arcade sur No Life qui était un de mes rêves dès le début. Maintenant, je vais passer à Seb, puisque je pense, Skill, tu peux en parler, je pense. Je peux en parler, Davy. Oui. Moi, j'aime l'e-sport. Voilà. Effectivement, en 2011, j'étais très frustré depuis de nombreux mois qu'on n'ait pas d'émission qui parle d'e-sport. Et je savais qu'il fallait, enfin, c'était beaucoup de travail, quoi. C'était des personnes qui allaient se rendre dans les tournois, voilà, faire des interviews, donner des résultats réguliers. Il fallait des gens pour s'en occuper. Et on n'avait pas ces gens-là. Donc, au bout d'un moment, j'ai juste craqué et j'ai demandé à Alex si je pouvais pas faire un truc de mon côté. Enfin, comment est-ce que je pouvais faire pour faire une émission sur mon temps libre. Enfin, temps libre, voilà. Mais du coup, il m'a dit, mais c'est très simple, comme pour toutes les autres émissions, il faut que tu me proposes un pilote. Et donc, j'ai fait un pilote pour Skill et on a pu lancer l'émission. Voilà. J'ai eu droit à un superbe générique signé Mathieu. Il y avait une musique d'El Mobo que je garde dans mon cœur encore aujourd'hui. Il y avait Schizo qui m'avait aidé pour les effets spéciaux. Et puis, d'émissions juste de commentaires de parties avec des guests, c'est devenu aussi une émission de reportage, puisqu'on a eu la chance de pouvoir être invité à des événements prestigieux, notamment par Riot Games pour les finales de la saison 2 de League of Legends, où c'était encore en pleine création, c'était leur première finale vraiment événement organisé par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on a continué à suivre par la suite. C'était vraiment incroyable à vivre. Alors on est dans le Galen Center. C'est tout simplement ahurissant en fait comme installation. C'est très très impressionnant. Il y a beaucoup de sièges. Il y a beaucoup de mise en place de techniques aussi derrière, bien sûr. C'était une bonne idée de faire cette émission. Surtout en 2011, l'e-sport c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. C'est vrai. Mais voilà, Skill, 117 numéros que j'ai apprécié faire, vraiment. Très bien. Et puis il y avait Toco Toco aussi qui arrivait cette année-là. C'était l'émission réalisée par Anne, qui avait commencé à No Life en stage en fait. Alors que No Life n'était encore qu'un projet embryonnaire. On avait reçu un super CV de sa part avec des sprites, un montage et tout. On était conquis. Et elle pensait qu'elle venait en stage à Pocket Chami, notre société de production avant No Life. Et en fait, voilà, elle a été en stage, puis elle a travaillé à No Life. Et puis ensuite, quand elle est partie s'installer au Japon, elle a commencé à faire des émissions. Et c'était tout naturel de pouvoir retrouver ces émissions à l'antenne. Voilà, donc ça fait quand même un petit moment. Une grande force de travail, Anne. Ouais. On passe en 2010. On arrive en 2010, là, No Life est encore dans ses jeunes années, donc du coup, énormément de programmes arrivent sur l'antenne. Je vais faire une liste rapide. Mon No Life à moi, Le Visiteur du Futur, Extra Life, Compiler, Costume Player, Katsuka, Le Point sur No Life, 1 des 6 et Notchan qui est resté longtemps à l'antenne. Qui s'occupait de Notchan ? Notchan, ça c'est un travail collectif, hein. Il y a un peu tout le monde qui écrivait des news. Le graphisme, c'est Radigo qui s'en occupait. Une des plus amusantes est la vidéo « Que se passe-t-il quand on pleure dans l'espace ?» Eh ben, vous pouvez le voir, hein, l'eau s'accumule autour des yeux pour faire de grosses poches aqueuses. Comme le dit très bien Chris, dans l'espace, les larmes ne coulent pas. Et moi, quand tu me donnes toute cette liste d'émissions, ça me fait penser que Compiler, l'émission sur l'informatique, c'était ton dernier boulot avant ton départ de No Life, Davy. Ah oui, j'avais dessiné le Compiler, le petit robot. La veille de ton départ, donc ça me rappelle que c'est cette année-là où tu es parti de No Life. Tout à fait. Avant de revenir. On passe en 2009. Nous sommes en 2009, là encore plein de nouveautés, mais la plus grande des nouveautés, c'est No Life Online.
Voilà, alors c'était un moment effectivement où on avait besoin de faire fonctionner la chaîne en attendant que la publicité arrive, et le seul moyen qu'on avait trouvé, c'était de proposer un abonnement, un accès en fait à nos émissions en ligne, et en très peu de temps, on avait avec l'équipe développé No Life Online, et ça a marché. C'était juste, mais ça a marché. Voilà, je viens de donner l'URL. C'est ouvert. C'est parti. Ça rame. Oups. Alors là, le pire, c'est que ça rame, parce qu'il y a plein de gens qui veulent nous donner des sous. Et c'est génial, on va pas se plaindre. Et pour que les gens s'abonnent, on avait créé une émission qui était le coin des abonnés, où je téléphonais directement aux gens. Allô Seb ? Devine d'où je t'appelle ? Ce n'est pas l'émission pour moi la plus mémorable de ma vie, mais c'était la plus bizarre et la plus drôle à tourner. Parfois on vivait des trucs un peu étranges. Bonjour à toutes et à tous, c'est le coin des abonnés. Aujourd'hui, c'est DJ Pablo Platine. Voilà. Sinon, il y a eu aussi format court, classé 18+, qui a marqué énormément de gens. Voilà, classé 18+, donc un projet de Thierry Falcoz. Il faut voir que jusque-là, on ne pouvait pas montrer les jeux 18+, en fait, les Peggy 18 à l'antenne sur No Life, parce que c'était les jeux, les critiques de jeux, c'était dans 101%, et que 101% passait aussi en journée. Donc on avait fait des exceptions pour certains jeux comme GTA 4 ou Metal Gear Solid 4, mais on avait besoin en fait d'une émission de ce type, et c'est Thierry qui l'a bâti. Les formats courts, je le rappelle, c'est les Twin Brothers qui faisaient l'émission, qui parlaient de court-métrage. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. On a eu Japanimotion, une vraie émission japonaise. Alex ? Oui, ça c'est vraiment une des grandes chances qu'on a eues au début de No Life, c'est qu'on a été approché par donc les producteurs de l'émission, qui au départ était une émission sur Internet seulement, et ils nous l'ont proposé. Évidemment, on a voulu la diffuser sur No Life, et finalement, c'est devenu une émission de télé qui est produite au Japon pour No Life, pour les Français, et qui, grâce à son succès en France, a été diffusée ensuite dans d'autres pays, au Japon bien sûr, mais à Taïwan, en Thaïlande, je crois en Corée du Sud également. Donc c'est vraiment une grande aventure pour eux, pour nous, pour tout le monde, qui a duré très longtemps. Et moi, en tant que fan de télé japonaise, de tous les codes, de la manière dont ils réalisent, la manière dont ils écrivent tous les synthés, tous les textes à l'écran, c'était quand même un vrai achievement que d'être la première chaîne à diffuser une émission japonaise en France, mais bien diffusée, hein, parce qu'avant il y a eu quelques émissions japonaises diffusées, mais mal, avec des comédiens par-dessus qui commentaient l'émission, parce qu'ils n'avaient pas envie de la traduire, donc on se contentait de dire 2-3 mots dessus. Donc là, c'était pas du tout le cas, c'est un vrai programme complètement traduit et diffusé en France, voilà. Donc Japanimotion, voilà, peut-être un des meilleurs souvenirs aussi pour moi dans l'aventure No Life. Et je crois aussi que c'est cette année où tu faisais pendant ce temps à la rédac, Davy. Oui, je faisais pendant ça à la rédac, et surtout je savais que j'allais quitter la chaîne. Donc on l'a dit tout à l'heure, en 2010 je suis parti de No Life, et donc je trouvais ça très drôle, parce que j'ai un humour super drôle, de partir de la chaîne en mourant. Mais effectivement, tout le monde n'a pas apprécié cette blague, surtout que j'avais fait tomber mon blog le soir même de ma mort. Poulpe avait fait un message ambigu sur son blog. Oh, ça va? Oh. Le doute était permis, et je me rappelle de Dame qui était ce week-end-là. Il n'était pas au courant de ce qu'on faisait, il était en Angleterre avec sa petite amie, et il m'a dit, on a appris la nouvelle via les réseaux, on avait peu internet, on a vu que t'étais mort, on a passé un week-end de merde. Et j'ai dû m'excuser, dû m'excuser à tout jamais. Voilà, donc pardon, avec un peu de retard. Voilà. Il y a aussi les news de No Life Online et Double Face, l'arrivée du jeu de rôle. Oui, jeu de plateau, jeu de société sur No Life, effectivement, déjà. Bonjour Julien. Bonjour docteur.
Alors aujourd'hui, apparemment, tu vas nous parler de choses à tentacules. Et oui, et d'ailleurs les téléspectateurs l'auront deviné, il s'agit bien sûr de l'appel de Cthulhu. On passe en 2008. Nous sommes en 2008 et naît une émission où on peut voir un des créateurs de la chaîne dans des escaliers. Alex, est-ce que tu peux en parler? Debug mode, bien sûr, c'est le making-of de la chaîne en fait. Parce que dans les jeux vidéo, le debug mode, c'est là où on peut voir les entrailles du jeu vidéo et enlever les bugs. Donc ça, c'était une idée en fait. Je pense que c'est mon expérience sur France 5. J'ai remarqué que les gens appréciaient finalement beaucoup plus France 5 quand ils connaissaient les coulisses que s'ils n'avaient pas les coulisses, ils avaient juste l'épisode. Et je me suis dit, mais ce qu'on fait à No Life en coulisses aussi peut être vachement intéressant, vu qu'on travaille avec des bouts de ficelle. Parfois, il y a des moments vraiment d'angoisse, d'action, de tension dans l'équipe pour arriver à rendre l'émission à temps. Peut-être que ça peut être intéressant d'en faire un making-of. Au départ, je pensais qu'on allait faire ça 1 an ou 2, et finalement, on a fait ça quasiment jusqu'à la fin de la chaîne, vu que l'émission s'est arrêtée à peine il y a quelques mois. Et la preuve, tu es encore dans des escaliers. Voilà, j'ai appris à apprivoiser cet univers, et c'est là maintenant où je me sens bien, où je travaille, où je vis. La survie en escalier, un livre d'Alex Pilote après No Life. Il y a eu Road Strip, je crois, Davy, cette année-là. Road Strip, effectivement, une émission sur la bande dessinée. Moi, j'adore la bande dessinée. On parlait encore peu de bande dessinée sur la chaîne. Il y avait eu juste une émission faite par Rudy et elle s'était arrêtée. Et donc, je trouvais qu'il y avait un manque. Et c'est vrai que grâce à Road Strip, j'ai pu aller au bout de beaucoup de fantasmes, dont une rencontre avec Larsenet ou une rencontre avec Lewis Trondheim ou avec des auteurs américains. Enfin, grâce à l'émission, j'ai pu rencontrer tellement de gens dont j'étais fan. Pour moi, Road Strip, là, dans No Life, il y a plein de fantasmes qui ont été assouvis grâce à No Life, et pas que sexuels. Mais en tout cas, Road Strip, c'est vraiment la rencontre avec l'univers de mon enfance. Et vraiment, cette émission, ouais, ça, voilà, merci. Il y avait aussi les auteurs de Valérian, c'était vachement bien ça. Donc, il y avait aussi, c'est l'année des séries. Flanders Company et Noob arrivent sur No Life. Et là, le vendredi soir, ça commençait à... Beaucoup de gens se mettaient devant leur télé en fin de journée pour regarder les séries qui passaient d'affilée. Oui, à l'époque, maintenant on appelle ça des web-séries, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, l'équipe de Noob et l'équipe de Flanders ont créé ces séries pour No Life. Donc c'est l'occasion de les remercier. Merci. Merci pour tous ces programmes que vous avez fait pendant toutes ces années. Aujourd'hui, ce sont des séries, des web-séries, comme on dit, qui sont très connues. Hein, ça fait partie des fers de lance, avec une troisième web-série dont on va parler un peu plus tard. Que dire à part que à l'époque, encore une fois, c'est sur No Life qu'on pouvait trouver le vrai contenu geek. Il n'y avait pas vraiment de contenu ailleurs. YouTube était assez balbutiement. On pouvait mettre des vidéos à peine de 5 minutes. Et voilà, sur No Life, par contre, on pouvait trouver ce genre de web-série sur ces univers-là. Il y a eu aussi un truc chelou qui est arrivé sur No Life à cette période-là. Je peux en parler parce que j'étais le producteur de cette émission chelou. Il s'appelait Périscope, une volonté de Julien Pirou de parler aux geeks de l'information. Quand il a eu cette idée, moi je me suis dit qu'il était vraiment fou. Parce que si on regardait No Life, c'était justement pour pas regarder les autres chaînes. Mais il était très malin, il nous disait oui, mais là, on fait un jus d'informations où on donne que le plus important aux geeks pour qu'ils soient quand même, et aux otaku, pour qu'ils soient quand même insérés dans la vie. Et on a fait Périscope, et c'était une émission un peu folle sur No Life, je trouve. Oui, parce qu'on n'avait pas d'illustration, d'image de l'actualité. Hein. On n'avait pas les moyens d'envoyer des gens sur place ou d'acheter des images, donc c'était assez sobre en présentation, mais Julien a vraiment travaillé très dur dessus. C'était une belle émission de qualité. Un énorme travail. Et toi, Davy, par contre, je me souviens aussi que tu as travaillé sur une émission, sur un jeu télévisé. On a fait le jeu du bip avec Une case en moins, donc avec Didier Richard, avec Rémi, et puis avec No Life. On a beaucoup travaillé avec Alex pour développer le jeu. On n'arrivait pas à trouver de titre pour le jeu. C'était un truc, ça nous a pris mais tellement longtemps. Et moi, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, le jeu du con. Non, c'est même pas moi, Alex. C'était qui a eu l'idée du jeu du con? Ouais, je crois ça s'appelait le jeu à la con pendant un moment, ouais. Le jeu à la con, voilà. Et je crois que Seb était pas tout à fait d'accord. Oh, bah, tu sais. et du coup, on a bipé, je sais plus comment est né le truc, mais c'est vrai que ne pas savoir le nom du jeu qui est diffusé sur une chaîne de télé, c'était très drôle. Voilà, toutes ces années après, on connaît vraiment le vrai titre qui était derrière le bip. Non, mais même pas, parce qu'on changeait à chaque émission.
Voilà, on c'est ça changeait que j'aime l'insulte. beaucoup dans cette émission, c'est qu'il y avait plein de petits trucs cachés, de petites règles. Il y avait au moins, à chaque fois que l'émission commençait, Davy et Didier choisissaient quel était le nom de l'émission. Alors c'était, je sais pas, le jeu des casseroles par exemple, et on allait biper casserole. Et une fois par émission, on oubliait exprès un bip. Donc le nom, l'émission avait un nom différent à chaque fois. Et il y avait plein d'autres petites règles. Un game system vraiment poussé avec à base de je me la pète pour doubler ses points. C'est vraiment pour moi un souvenir d'une émission très travaillée au niveau du game system. Tout à fait. Et je crois que le dernier épisode a été perdu puisque j'affrontais Alex en fait au jeu du bip et il n'a jamais pu être diffusé. Je crois qu'il y avait un problème technique, non? Oui, en effet, les cassettes ont été perdues dans le déménagement. Désolé, vous avez loupé notre affrontement à Street Fighter 4. No Life restera No Life. Et on a aussi Caroline dans Auto, des bras qui bougent dans tous les sens. Mais oui, c'était passer plus de temps sur l'actualité de la musique japonaise. Alors, on n'avait pas encore Japan in Motion avec les charts qui arrivaient, mais voilà, c'était important de parler des sorties, des agendas, des concerts en France. Et il n'y avait pas que ça au niveau de l'actu musique, puisque c'était aussi l'année où Alex a pu faire un documentaire sur un groupe mythique, ex-Japan. Ouais, un souvenir incroyable. C'était la reformation du groupe après 10 ans de séparation, suite au décès du guitariste Hide. Donc on est invité, voilà, on nous invite à filmer la reformation du groupe au Tokyo Dome pour 3 concerts exceptionnels. Donc incroyable. X-Japan, ça fait partie pour moi de mes premiers souvenirs de J-Music, ceux que j'écoutais quand j'étais étudiant. Voilà, c'était juste dingue. On a pu filmer un documentaire complet sur cette reformation. Et je pense que ce documentaire, plus le temps passe, plus il prend une certaine valeur historique, car je crois qu'il n'y a pas d'autres documentaires du même genre sur cet événement. En tout cas, pas à ma connaissance. Et c'était aussi une des premières soirées sur la chaîne à thème. Oui, alors voilà, c'était la première soirée spéciale de No Life, et c'était la soirée Megaman, organisée par le Dr Lacave, avec le concours de toute l'équipe. En fait, on avait trouvé c'était le lancement de ce concept où toutes les équipes de la chaîne étaient sollicitées sur un thème, et puis du coup, ça a fait une très belle soirée sur le Blue Bomber. Et je me souviens que en fait, c'était la première fois qu'on faisait un programme aussi long, et que Cyril galérait vraiment pour faire un encodage ensuite pour mettre ça sur No Life Online, parce que ça plantait, il atteignait en fait les limites de ces logiciels à l'époque. Et on avait aussi Oscillation, la rubrique de Macha sur les musiques de jeux vidéo. C'était vraiment génial, avec les mouvements wagnériens dans la musique de Diablo, je m'en souviendrai toujours. Mais 2008, c'était aussi la fausse mort de la chaîne. Contrairement à aujourd'hui où c'est la vraie mort de la chaîne, soyons clairs. Finalement, vous étiez visionnaire. Alex, comment t'avais organisé la fausse mort de la chaîne? Comme aujourd'hui ou pas? Pas du tout. En fait, comme Ankama rentrait dans le capital de No Life et allait donc investir dans le projet, on s'inquiétait de la réaction des spectateurs. On se disait, mais comment ils vont vivre ça? Est-ce qu'ils vont penser que ça va changer quelque chose à l'indépendance éditoriale, etc., etc. Et pour que les gens comprennent bien l'importance de l'investissement, il fallait que d'abord qu'ils comprennent qu'ils étaient attachés à No Life et que No Life pouvait s'arrêter à tout moment. Pour vraiment mettre cette idée dans la tête de nos spectateurs, on s'est dit, on va faire une fausse mort de la chaîne, ce qui va permettre de comprendre ensuite pourquoi l'arrivée d'Ankama est important, pourquoi c'est crucial pour la survie de la chaîne. Donc effectivement, on a fait une soirée, on a dit voilà, No Life s'arrête. Donc les gens étaient un peu catastrophés sur Internet, sur le forum. On disait ah non, c'est trop dommage, ah Magie Musique, au secours. Et le but était atteint. Désolé, c'est vrai que c'était un petit peu cruel, mais après ils nous ont pardonné quand effectivement la deuxième partie de la soirée est arrivée et on a dit non, ça va continuer et ça va continuer avec Ankama. Très bien, on passe en 2007, l'année de création de No Life. Nous sommes en 2007, nous sommes en juin 2007, une chaîne vient de naître, même si elle aurait dû naître un peu plus tôt, mais il y a eu quelques problèmes administratifs. No Life émet pour la première fois et les gens peuvent voir ce soir-là déjà énormément de programmes qu'ils vont voir pendant toute l'année sur No Life et même un peu plus. Je fais une liste de ce qu'il y avait en 2007 sur No Life: Geeks Life, Temps Réel, Superplay, Mange Mon Geek, Hidden Palace, la première interview de Yoshiki, EXP, Nerds, le J-Top, la Minute du Geek, Retro and Magic, Tokyo Café, Mon Souvenir,
Temps perdu, 101% et chez Marcus. Ça fait beaucoup, non? Il y avait aussi 1 minute pour parler d'eux, je crois. Bah, parlons plutôt de Nerds ou de Mange Mon Geek, plutôt que parler 1 minute pour parler d'eux. Donc Nerds, Davy, toi tu disais que, en fait, c'est l'opportunité de la création de la chaîne qui t'a donné envie de te lancer. En fait, à l'époque, les web-séries, ça n'existait pas vraiment. Quand la chaîne s'est lancée, déjà, j'ai dit à Alex, je vais être animateur, je veux être animateur, s'il te plaît. Donc du coup, il a fait de l'aménagement sur 101%, un peu pour moi. Merci encore. Et c'est vrai que je me suis dit, mais il faut faire une série. À l'époque, je regardais énormément Friends, et je me suis dit, j'ai envie de faire une série sur les geeks et tout ça. J'ai dit à Alex tout de suite en soirée, je dis à Seb, on va faire une série. Mais je savais pas encore quoi. Et après, j'en ai parlé avec Monsieur Poulpe et Didier, et on a développé Nerds ensemble. Et quand j'ai dit à Alex, ça va être vraiment une série, je crois qu'Alex, tu te rendais pas compte qu'on voulait faire à ce point série, je pense. C'est vrai que quand tu nous as présenté le projet de Nerds, on avait du mal à imaginer ce que ça allait donner. La première saison, si je me souviens bien, les épisodes sont assez indépendants, mais très vite, il y a un fil conducteur qui commence à s'installer. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu effectivement de plus en plus ambitieux. Ouais, et Régis Robert, c'est mon prénom. Une émission symbolique de No Life et également la série qui est précurseur des web-séries et qui a donné envie à Fabien de faire Noob. Mon nom est Max Middle et je suis un guerrier du crépuscule. À Rudy de faire Flanders. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super vilains. Et je crois qu'aussi François Descraques dit que ça l'a influencé pour se lancer dans le Visiteur. Ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Bon, après, on n'avait pas conscience de tout ça, nous on s'amusait juste. Mais c'est vrai que quand on revoit le premier épisode de Nerds, on se dit putain. Qui l'eût cru? Voilà. Ça s'appelait Geek, je crois, d'abord. D'abord, ça s'appelait Geek, mais tu m'as dit, il y a déjà Geeks Life. Alors j'ai fait, ah bah, on va changer le nom. Alors on a fait Nerds. Je me souviens, Nerds, vous appeliez les épisodes avec des noms genre de torrent. Ouais. C'est des choses que Mr. Robot fait aujourd'hui, quoi. Mais... C'est vrai. Et vous étiez tellement précurseur sur des choses. C'est vrai, 10 ans avant, ouais. Ouais, on appelait les épisodes comme les noms, pour les pirater sur la mule, comme on disait à l'époque. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est que quand il y avait un personnage qui jouait à un jeu vidéo, le son du jeu vidéo correspondait à la manette qu'il avait dans la main. Si c'est une manette Mega Drive, il y aura un son de jeu Mega Drive. Ça, je crois que c'est Clément qui s'en occupait. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais. Vu que c'est un peu le dernier moment où je peux, je remercie énormément les gens qui ont participé à Nerds, parce qu'on a fait la série sans budget pendant plus de 3 ans, enfin avec un budget ridicule, on va dire. Et vraiment, la série n'aurait pas existé sans la volonté de tous ces gens et qui n'en profitaient peut-être pas parce que nous, on était sur le devant de la scène, nous les comédiens, donc on a pu aller en dédicace, des choses comme ça, mais tous les gens qui sont derrière, vraiment merci beaucoup. De toute façon, je crois que No Life, c'est un peu ça, c'est quand même des gens qui ont donné énormément de leur temps et d'énergie pour la gloire. Pour la gloire. C'était un effort commun. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un peu ce qu'on retrouve en fait dans le magazine emblématique de la chaîne, enfin jusqu'à l'an dernier puisque c'est devenu le Continu de l'info, mais 2007 c'était le lancement de 101%. Il n'y a pas que 101% qui a été créé à ce moment-là, il y a toute l'antenne, la décision de mettre de la musique japonaise, des indés. On a façonné No Life et c'est resté grosso modo le même esprit jusqu'au bout, avec ce grand changement en chaîne info plus tard, mais on a tout mis en place à ce moment-là. 101%, c'était le magazine qu'on voulait voir, avec donc toutes ces rubriques. Il y avait Superplay dans 101% au début, je me souviens des petites versions de Superplay. Il y a toutes les rubriques dont on a parlé, Tokyo Café, Retro & Magic, qu'on va continuer jusqu'au bout, avec là récemment le dernier numéro sur Final Fight. On n'a pas beaucoup parlé de Julien pendant toute cette soirée, mais c'est quelqu'un qui a énormément produit d'émissions pendant ces 10 ans, donc on peut le saluer aussi pour ça. Il y avait chez Marcus aussi, le fait que Marcus accepte de participer au projet No Life, ça lui a donné très vite une crédibilité, vu que c'était le seul qui était connu en fait au final, à ce moment-là. Salut, bienvenue chez Marcus.
Marcus, c'est moi, et ici, c'est ma vraie maison. Ça rigole pas, vous aimez la télé-réalité? Eh ben, on va vous en donner. Mais attention, ici, c'est pas bidon, on n'est pas dans un décor, vous voyez, avec des briques rouges, puis des tags par-dessus, un peu styly et tout, façon de Judd. Non, c'est ma vraie maison. De temps en temps, vous verrez peut-être des chaussettes qui traînent, du linge pas sec et ce genre de trucs. Et l'idée, c'est que vous passiez me voir, un peu comme vous passez voir un pote qui s'y connaît en jeux vidéo. Et chez Marcus, à l'époque, il faut se souvenir, c'est le seul endroit où on pouvait voir des let's play. Aujourd'hui, voir un let's play, rien de plus simple. On va sur YouTube, il y en a des centaines de milliers, peut-être même des millions de let's play. À l'époque, il y avait que Marcus qui avait déjà fait Level 1 et là qui faisait chez Marcus sur No Life. Quand on se remet dans le contexte en 2006-2007, quand No Life a commencé, l'iPhone n'était pas sorti. Vraiment, c'était un autre monde et il y avait une vraie demande pour ce contenu geek. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pensait et effectivement, on a pu constater que quand les chaînes est arrivée, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus dans cet esprit, qui ont adhéré au contenu. Certains ont trouvé que c'était parfois un peu trop bizarre, trop bout de ficelle, trop fait à l'arrache. Mais en même temps, c'est un style qui aujourd'hui est assez populaire en fait. À l'époque, c'est vrai que ça se faisait pas trop, mais maintenant, il y a énormément de personnes qui font ce genre de projet avec quelque chose bien fait, mais qui a l'air d'être fait un peu à l'arrache. Je pense notamment à Mange Mon Geek. Bonjour et bienvenue dans Mange Mon Geek. Mange Mon Geek, l'émission qui nourrit ceux qui se nourrissent de jeux vidéo. Ça a l'air d'être fait comme ça dans une cuisine, mais en fait c'est hyper bien monté, hyper bien filmé, bien écrit, bien rythmé. C'était ça, No Life, c'était des émissions qui ont l'air faciles à faire, mais sur lesquelles il y a beaucoup de travail en fait. Et regarde, Mange Mon Geek, c'était en 2007, et Poulpe fait recette pompette. Aujourd'hui, on est quand même... sur une préquelle. Oui, un peu, ouais. Et No Life arrive sur la Free, puis après c'est Alice. Et effectivement, on a commencé le 1er juin 2007 à émettre sur Free. Et puis après, quelques mois plus tard, on est arrivé sur Alice, qui est aujourd'hui absorbée. Puis il y a eu SFR, il y a eu Orange, il y a eu Bouygues, jusqu'à Numéricable plus tard. Effectivement, ça s'est fait petit à petit. C'était un travail, effectivement, d'aller convaincre les opérateurs et de faire progresser la diffusion de la chaîne. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ? Évidemment, là, ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est de remercier tous ceux qui ont participé à No Life pendant toutes ces années. Je ne vais pas pouvoir les citer tous, évidemment. Je vais forcément oublier du monde. Mais No Life n'aurait pas pu exister sans la bonne volonté de toutes ces personnes. Moi, j'ai fait beaucoup de belles rencontres grâce à ça. On a vécu, certes, des moments difficiles, même assez souvent. Mais on a aussi vécu des moments incroyables. En fait, No Life, c'était des émotions fortes dans tous les sens. On n'a pas vécu 10 ans de travail pépère, on a vécu 10 ans de grands 8, d'action, de tension, mais aussi de moments galvanisants, de plaisir vraiment important, avec la rencontre des spectateurs, savoir que les gens regardent, découvrent des choses grâce à No Life, découvrent la musique, des clips, vont en concert ensuite pour voir les artistes qu'ils ont déjà vus sur No Life. Tout ce qu'on a fait aussi en rapport avec le Japon, gagner la confiance des maisons de disques, ça c'était énorme. Parmi les achievements dont je me souviendrai, c'est qu'on a réussi dans la même émission à avoir une rubrique du Monde et une rubrique de Libé. Et je ne pense pas qu'on peut voir ça sur une autre chaîne. Ça c'est assez fou. On a parlé de beaucoup de choses ce soir, mais on n'arrivera jamais à parler de toute l'étendue de tout ce qui a été fait pendant toutes ces années. Et toi, Seb ? Je sais que c'est triste que No Life s'arrête, mais je pense qu'il faut, plutôt que d'être triste, il faut être heureux que ça ait existé. C'est Cyril Lambin, bien connu des équipes, qui disait les gens se rendent pas compte que No Life c'est un putain de miracle. Normalement ça n'existe pas, ça n'arrive pas. Nous-mêmes quand on a lancé No Life, on pensait que ça durait peut-être à peine 6 mois, peut-être grand max. Tu vois, et le fait qu'on soit en train de dire au revoir 11 ans après, c'est une victoire. On est content d'avoir pu faire autant de choses. Alors bien sûr, on a toujours des idées, toujours des envies, mais ça c'est bien normal. Mais on est fiers d'avoir pu faire tout ça. Merci Seb. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je me rends compte en même temps, avec tous ces mots, que c'est ma dernière émission sur No Life, et pour le coup, cette fois, c'est vrai. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Alex, merci à Seb de m'avoir fait confiance. Et puis à bientôt, peut-être ailleurs, en vrai ou pas, dans la vraie vie ou dans la fausse vie. À bientôt. Ciao.